donc, je vais répondre à quelques-unes des questions posées, mais en disant que la question au fond est posée de comment, bon, déjà, pouvoir en tant que politique, militant politique, moi, Harry a dit qu'il l'est, je le suis également, pour arriver à mobiliser justement les citoyennes et les citoyens. Moi, je crois que c'est une question très importante. Alors, comment faire l'éducation? Pour moi, l'éducation, c'est pas, je le dis, c'est pas un discours, c'est des interactions concrètes à travers notamment les processus de décision lorsqu'on est en mesure d'associer les populations. Et puis une question qui était posée sur les élus doivent-ils toujours être soucieux en fait de l'opinion de leurs mandants, de leurs électeurs. Euh, mais quand on reprend, quelqu'un a pris l'exemple de l'élu martiniquais, député, qui avait effectivement relayé les demandes de dérogation. Mais justement, il faut faire très attention. Nombreuses sont les demandes qui sont relayées par des élus sans que finalement le gouvernement n'accède à ces demandes. Alors, on peut s'appuyer sur un élu, mais en réalité, on sait bien que les lobbies qui ont travaillé l'élu travaillent aussi au plus haut niveau les membres des gouvernements concernés. Et il faut bien comprendre ça. Et en réalité, quand on dit que l'élu n'est pas tenu d'obéir pour des raisons électoralistes aux désidératas de sa population par rapport à ça, il faut qu'il ait sa... D'accord, je pense que chaque élu doit avoir sa vision du monde, mais ça n'est pas propre à nous. Hein. Les lobbies travaillent tous les élus et on sait que par exemple dans les parlements, y compris enfin dans le monde occidental, dans le tiers-monde, partout, et y compris en France, il y a des lobbies qui rédigent des voies, des amendements pour des élus. Il y a des lobbies qui payent des lobbyistes pour travailler des élus. Et en fait, qu'est-ce qui fait qu'un élu va prendre telle ou telle position? Et je l'ai dit, j'ai pris l'exemple de la banane. Les maires qui, en Martinique, des fois, je salue d'ailleurs mon camarade Alain Dutour, les maires qui, des fois, hésitent à prendre position quand il s'agit du bien commun, on a vu plein de maires en Martinique sur la question de la banane avec le ruban bleu, blanc, rouge défilé. Hein. Je ne les ai pas vus tellement sur le chlordécone, comme le disait Hiro, je ne les ai pas vus sur d'autres sujets, mais ils étaient là sur ce sujet-là. Mais pourquoi? Parce que avec ce que les écologistes appellent les empoisonnements, eh bien, on fait croire aux maires que défendre la banane, c'est défendre l'intérêt général. Et Harry Durimel posait la question de l'intérêt général, mais c'est qu'Harry, l'intérêt général n'est pas une donnée comme ça, brute. L'intérêt général, c'est une construction sociale. Le droit sert justement de mythifier la notion de droit. J'ai quelques souvenirs de mes cours de droit public où on nous expliquait que l'intérêt général, après un bilan co-avantage, c'était d'aménager une bretelle pour à Sochaux pour l'usine Peugeot. Enfin, je dis qu'il faut faire très attention avec ces choses-là. Donc, les élus sont quelquefois pris dans ça et ils pensent quelquefois que quand un élu intervient, par exemple, pour la banane, il pense faire du bien à l'ensemble d'une population parce qu'il se dit, il y a des emplois, on le sait bien. Je connais bien la circonscription de l'élu dont on a parlé parce que c'est la mienne aussi. Il y a toute une partie de cette circonscription qu'on appelle le royaume de la banane. La banane emploie beaucoup de gens, c'est l'activité principale. Donc, il faut comprendre aussi ces réalités-là. C'est pour ça qu'il faut peut-être plus d'élus écologistes, parce qu'il faut qu'il y ait ce recul et cette vision de monde pour avoir le discernement nécessaire. Je ne dis pas, hein, je peux très bien être amené à défendre une activité qui génère de la valeur, qui produit de la valeur, qui génère de l'activité, de l'emploi. Mais avant, je vais effectivement, en tant qu'écologiste, m'interroger sur l'impact écologique, environnemental de l'activité en question. Si c'est une activité qu'il faut absolument soutenir, aussi il faut envisager des fois une transition, pas de façon brutale. Il ne s'agit pas non plus de priver du jour au lendemain des gens d'un emploi, mais il s'agit de penser les transitions pour nous permettre de sortir des fois, par exemple, de la logique de la monoculture d'exportation. Après, il y a eu, donc je crois que c'est très important, c'est la question de comment justement un élu peut s'impliquer
dans des demandes par rapport à des intérêts privés. C'est parce que, on lui fait croire que ces intérêts-là relèvent quelque part de l'intérêt général parce qu'il y a des emplois, etc. Après, il y a une question sur la notion d'habilitation. Alors voilà, c'est-à-dire que la question se pose, quel levier pourraient avoir les élus locaux pour agir? Donc l'habilitation, par contre, ce que je dois dire, c'est une procédure, puisqu'on l'expérimente en Martinique, sur la question notamment des énergies renouvelables. Bon, on l'a eu, on a pu faire un certain nombre de choses, d'ailleurs, faire des actions salutaires, comme le fait d'interdire l'implantation de panneaux voltaïques sur le sol agricole et en espace naturel. Mais ça a été très long à obtenir. Ça a été très long. Donc, c'est trop long parce que la décision, des fois, elle doit être plus rapide que ça. C'est-à-dire que des fois, le temps d'attendre les habilitations pour pouvoir agir, organiser les choses, ça prend du temps. C'est pour ça que je suis complètement d'accord donc, au niveau, dans la dynamique, notamment de la déclaration de Fort-de-France, qu'on essaie de voir comment, justement, obtenir la possibilité de produire de la norme, c'est-à-dire d'avoir un pouvoir, en plus des compétences, mais d'avoir aussi un pouvoir normatif. Et pour ça, je vais prendre un exemple très concret. Sur la question justement des énergies renouvelables, nous avons une habilitation qui nous a permis d'interdire d'implanter des panneaux photovoltaïques en espace naturel, en espace agricole. Eh bien, figurez-vous que récemment, comme le gouvernement actuel a été condamné 2 fois pour inaction climatique, eh bien, ils ont fait une loi, et puis dans le contexte, bien sûr, de la crise énergétique, ils ont fait une loi d'accélération de la production d'énergie renouvelable. Et toute la été partie en l'air. C'était ça la priorité. Et ce qui s'est produit en réalité, on a été vigilants, donc on a pu atténuer ça, c'est qu'ils ont décidé justement de donner dans les zones dites de production d'énergie renouvelable, d'accélération de la production d'énergie renouvelable, de donner la possibilité d'implanter très facilement des panneaux photovoltaïques en espace naturel et sur des sols agricoles. Donc, en fait, par le fait d'une loi prise en France, il revenait sur un certain nombre de décisions de quasi-normatifs, enfin c'est des éléments législatifs, hein, parce que l'habilitation permet aux élus de délibérer, et après, effectivement, il y a une validation par le Parlement. Donc, il revenait sur une avancée, justement, qui avait été faite grâce aux élus martiniquais. Il a fallu qu'on soit vigilant. C'est dire que, et c'est effectivement, il y a nécessité pour nous d'avoir un pouvoir normatif pour faire en sorte, parce que l'écologie, c'est aussi une question d'équilibre. C'est pas parce qu'on a un petit retard sur la question de la production des énergies renouvelables qu'il faut aller accélérer au point de délapider, parce que nous avons des pays aussi qui sont insulaires et aux écosystèmes fragiles, donc il faut faire très attention. Donc, c'est pour ça qu'il faut des fois, effectivement, que les élus dans nos pays aient des leviers, mais l'habilitation, bon, c'est peut-être une petite avancée, mais à mon avis, la procédure est trop lourde, c'est pour ça qu'il faut envisager d'autres modalités, justement, pour les élus de production de normes, quelque part, dans l'intérêt de la population. Parce que le problème, c'est que des fois, quand les élus demandent des leviers, ou plus de pouvoir, plus de compétences, les gens de la population se disent, ouais, mais les pouvoirs pour le pouvoir, c'est pas ça qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est quel levier on donne aux élus de nos pays pour pouvoir mener à bien les politiques publiques nécessaires. Et parmi ces leviers, il y a bien sûr les compétences qui sont des mises en œuvre dans un cadre législatif donné, mais on sait aussi la difficulté quelquefois que ces cadres législatifs et réglementaires soient adaptés à nos réalités, d'où la nécessité justement pour nos élus d'avoir un peu de pouvoir normatif. Je crois que c'est très important. Après, sur la question de l'eau qui me paraît essentielle, il faut dire quand même, alors, les élus ont leurs responsabilités. Il ne s'agit pas de les exonérer de leurs responsabilités. Mais il faut dire que sur un certain nombre de dossiers, je prends le cas de l'eau, je vais plus prendre le cas du transport, mais je vais m'arrêter à l'eau. Il y a eu quand même une certaine incurie de l'État français. Pas qu'on veut rendre responsables les autres. Quand, au nom du principe l'eau paie l'eau, des agences de l'eau étaient installées partout en France, nous ne tenions patate. Nos collectivités se débrouillaient comme elles pouvaient. C'est la création de l'office de l'eau, par exemple, dans nos territoires, est une création relativement récente. Relativement récente. Et je crois que l'État, les élus ont une responsabilité, c'est vrai dans la question de l'eau, mais l'État a une responsabilité. Quand je prends l'exemple de la Martinique que je connais bien, sur la question des réseaux, on sait que les réseaux sont de très, très mauvais, très mauvais état. Mais pour améliorer, pour mettre à niveau ces réseaux,
On a calculé qu'il nous faut 650 millions d'euros. 650 millions d'euros. C'est pour cette raison. C'est pour cette raison que j'avais demandé d'ailleurs, à travers une proposition dans le cadre d'un amendement d'ailleurs à la mission Outre-mer, enfin le budget Outre-mer pour aller vite, donc lors du vote du projet de loi de finances 2023, j'avais demandé qu'il y ait une véritable loi de programmation pour tous les territoires dits d'outre-mer, parce qu'il y a des problématiques importantes et il faut une loi pluriannuelle pour permettre de mettre à niveau un petit peu nos réseaux, de régler les problèmes d'inégalité dans les tarifs, dans la distribution, etc., etc. Il faut une véritable loi globale. Et la loi globale pour l'ensemble des territoires, parce qu'on l'a vu bien aussi, dessus le gouvernement peut jouer de petites divisions. Sur la question de la gouvernance, bon, très bien, la Guadeloupe a eu 10 millions. Mais on ne peut pas dire, même si les problématiques de gouvernance de l'eau ne sont peut-être pas aussi préoccupantes en Martinique, mais n'empêche que nous avons eu de gros soucis avec le SIGSM, par exemple. Et ce qui fait que les communautés d'agglomération qui récupèrent cette compétence, elles sont en difficulté financière de façon globale par rapport justement à cette question de la gouvernance de l'eau passée. Donc, vous voyez que, et ça, il faut une loi globale, il faut que l'État français le fasse. Et des fois, là où ils nous prennent dans le piège, c'est qu'ils nous disent souvent, oui, mais c'est pas nous, c'est les élus. Carinco, il a souvent répété. Je suis désolé si je prends encore l'exemple de la Martinique. Et si je reviens à la question du chlordécone, on connaît bien la responsabilité de l'État dans le dossier du chlordécone. Et pourtant, c'est bien le Conseil général de la Martinique. Alors qu'a priori, il n'est pas un acteur de la chaîne de l'eau. Eh bien, c'est lui qui a financé bien sûr avec des financements croisés, j'en conviens, mais c'est lui qui avait la maîtrise d'ouvrage de la construction de l'usine de Vivray en mesure, par un procédé de charbon actif, de dépolluer l'eau du Nord-Atlantique, justement, qui est distribuée une bonne partie de la population martiniquaise. Et ça, d'ailleurs, à quel coût? Ça, c'est une autre question. Donc, vous voyez que je crois qu'il faut effectivement que la question a été évoquée par différentes personnes. Il est évident qu'il faut changer de paradigme. Il est évident qu'il faut avoir une vision du monde. Mais il faut que nous ayons cette vision à partir de nos réalités, en étant ancrés dans nos territoires. Parce que c'est bien les écologistes qui disent qu'il faut penser globalement et agir localement. Penser globalement et agir localement. Donc, il ne faut pas non plus que nous reprenions non plus d'une conception, et ça, c'est pour ça que je suis un partisan, et ça sera peut-être le mot que je veux dire, de l'écologie décoloniale. Parce qu'il faut faire attention aussi à l'écologie qui peut être teintée de colonialité. Et je le vois bien dans l'action qui est mise en œuvre par un certain nombre de services de l'État, notamment le service qui est chargé de l'environnement. Je le vois bien dans les inégalités de traitement des personnes, selon qu'on soit fort ou faible. Lorsqu'on prend en Martinique, on tolère un certain nombre de choses sur le littoral de Robert et qu'on va écraser la maison de malheureux comme M. Nomis. Ça, ce sont des problèmes d'injustice, mais qui est teinté de colonialité. C'est pour ça que il faut que nous pensions quelque part aussi notre écologie, parce que l'écologie universelle reconnaît la diversalité. Et pour reprendre le mot de Césaire qui avait raison de dire que l'universel, c'est pas la ségrégation murée dans le particulier, mais c'est pas non plus la dilution de l'universel. Donc, il faut que nous pensions notre écologie à partir de nos réalités, à partir de nos territoires. Et il faut admettre aussi la nécessité que, eh bien, les moyens d'action du point de vue de l'écologie, mais d'autres domaines, soient donnés aussi aux élus. Et c'est pour ça que la question de la responsabilité, que ça soit en Martinique ou en Guadeloupe, elle est posée aussi. Il faut aussi que l'écologie de nos pays épouse la question que l'on disait nationale à l'époque, mais que l'on pourrait dire décoloniale aujourd'hui. Et moi, je crois que c'est fondamental, parce que je le vois bien en tant que parlementaire, le mépris qui nous est souvent opposé. Mais pourquoi? Parce qu'il y a à la fois, comme on l'a vu dans les sorties, les dérapages de M. Darmanin, il y a de l'ignorance, mais il y a du mépris, et il y a surtout ce que Césaire appelait une certaine tyrannie de l'indifférence. Voilà ce que je veux dire, enfin, de façon globale sur les questions qui ont été posées. Merci, Marcelin Nadeau. On passe la parole tout de suite à Arguy Durimel. Oui, mais c'est l'heure de la fin approche, fin FAIM et fin FIM.
Voilà, mais j'ai eu tellement de questions. Je voulais commencer par celle de mon confrère Hubert Jabot. Il pose la question concrète des moyens juridiques qui fondent l'ordonnance de non-lieu. Et effectivement, les juges ont écrit dans leur ordonnance que l'élément intentionnel de l'incrimination d'administration de substances nuisibles ne peut pas se déduire de la simple connaissance de la toxicité chimique, puisque monsieur faisait la différence entre la toxicité à une exposition aiguë et à une exposition chronique. Et donc, là, les juges disent que c'est même s'il est connu que le chlordécone a des effets, il n'est pas établi. Alors, la démonstration de l'intention coupable suppose de considérer l'objectivation de l'état des connaissances acquises à la date des faits reprochés sur les caractéristiques du produit et ses effets et l'appréciation in concreto de la personnalité de la personne mise en cause pour déterminer sa connaissance de la nocivité. Pour cette raison, il nous semble que l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas suffisamment caractérisé pour justifier des poursuites contre les personnes susceptibles d'être impliquées. Et après, les juges expliquent sur les connaissances scientifiques connues à cette époque-là, qui étaient disponibles à cette époque-là, l'existence de l'obligation réglementaire de sécurité imposée par les lois et règlements qui est intervenue qu'à compter de 95, 90, avec effet reporté à 93. Donc, chaque infraction est passée au crible de ces composants et les juges démontrent qu'aucune de ces infractions n'est caractérisée et arrivent à la conclusion à la fin du non-lieu. Et j'invite chacun à essayer de lire l'ordonnance, même si on le prend par morceaux, puisqu'il y a à la fin les motifs. Les motifs sont énumérés et il n'y a pas de non-lieu. Il n'y a pas de prescription. C'est pas la prescription qui dit, bon, l'infraction est caractérisée, mais il est trop tard. C'est pas dit dans l'ordonnance. Il est dit que le non-lieu, il ne résulte pas de l'information, charge suffisante contre quiconque d'avoir commis les infractions d'empoisonnement, puisque Martinique, ils ont parlé d'empoisonnement, d'administration de substances nuisibles, de mise en danger de la vie d'autrui, ni de tromperie sur les qualités substantielles. Donc, ce sont les infractions que les juges démontrent ne pas être caractérisées et notre réponse devant la cour d'appel va être de démontrer qu'elles sont caractérisées. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, de ce point de vue, j'ai vu le bâtonnier arriver à la réunion organisée. Je réponds à la question de cette réunion CRBA 3, cette réunion organisée par le président Losbar. C'était une réunion où le président Losbar voulait faire une injonction entre les politiques et la société civile. C'est pour ça que le lionnage pour des policiers a été invité, puisque c'est le groupe, selon moi, à ce jour, qui a réuni le plus d'associations, le plus de personnes physiques et morales. Je ne sais pas si tu en penses autant, Jean-Marie Flora, mais je pense que c'est le groupe, puisqu'on a été dans plusieurs groupes avant, chacun d'entre nous, et là, il y a quand même une vraie fédération de plus d'une trentaine d'associations, et le président Losbar a pensé qu'en invitant ce lionnage, il parlerait à la société civile. Après, il a fait une deuxième réunion à laquelle il a invité des professionnels, notamment la CCI et d'autres, et donc ça aboutit à cette impasse, me semble-t-il, parce que chacun ne voit pas les choses de la même manière. Quand Jean-Marie Fleur a dit qu'il faudrait utiliser des moyens non conventionnels, monsieur le président de la CTI a dit, mais ça, il ne viendra plus, parce que lui, il est inconventionnel. Et quand on dit moyens non conventionnels, est-ce que tu fais des attentats? Lui, il n'est pas dedans. Donc, voilà, c'est pour répondre aux questions. Donc, instituer un calendrier, un jour pour le chlordécone, je trouve que c'est ce monsieur qui est allé le plus près des actions concrètes qu'il faut mettre en œuvre, puisque on peut toujours parler de notre situation politico-juridique, historique et autres. Aujourd'hui, on a un défi qui est de comment faire pour contraindre les gouvernants et les décideurs judiciaires et autres d'entendre notre cri, notre demande de justice. Donc, moi, c'est pour ça que je dis que, et je ne veux bien qu'on soit dans un contexte colonial et autres, mais si on dit ça à chaque fois, on s'excuse. On dit que c'est pas, mais quand on le fait, d'après moi, c'est des paroles de résignation que de dire, mais tant qu'on ne va pas résoudre notre problème politico-juridique, eh bien, on ne pourra rien faire. Moi, je crois comme Fanon qu'il n'y a pas de démiurge, il n'y a pas d'homme providentiel, il y a une seule force, c'est le peuple. Et quand un peuple qui pète les polons un jour, qui dit j'en ai marre, il n'y a rien qui l'arrête, même s'il n'est pas cultivé, même s'il n'a pas lu beaucoup de livres, même s'il ne peut pas citer beaucoup d'auteurs, il est un peuple et il dit ses souffrances et on fait qu'on constater que rien ne fonctionne, tout est bloqué. Et on a déjà vu ça en Guadeloupe. J'ai été dans la rue en 2009 avec le lionnage contre profitation
Et j'ai vu qu'un mouvement qui est parti de quelques revendications sectorielles a fini par faire boum, parce que beaucoup de gens se sont reconnus et ont exprimé leur agacement, leur mécontentement ce jour-là. Si on n'arrive pas à faire ça pour le chlordécone, et la réunion d'aujourd'hui, j'espère qu'elle aura pour effet d'avoir réuni quelques personnes, quand même, il y en était plus d'une cinquantaine ici, une soixantaine de personnes connectées. Je pense que ce noyau-là constitue une force suffisante pour mobiliser le reste de la population. Ça passe par la création de groupes de travail, parce que d'aucuns ont pu dire, à juste titre, qu'il faut peut-être synthétiser l'ordonnance de non-lieu, il faut faire connaître le contenu aux gens, sur quoi on se fonde, pour que les gens comprennent bien qu'il n'y a pas de résignation et qu'il n'y a pas une montagne impossible à franchir. Et voilà. Un participant a demandé, est-ce qu'on peut dire plus jamais ça? Eh bien oui, si on bascule dans l'écologie, on sera tous contre les pesticides, contre les insecticides. On a été dans le combat, effectivement, pour arrêter l'utilisation de l'épandage aérien. On a rencontré contre nous le président de la région à l'époque, qui était devenu ministre, qui a dit que oui, que nous sommes des donneurs de leçons. Et des donneurs de leçons, je m'étais d'ailleurs emporté, j'étais conseiller régional, j'avais quitté la tribune quand il était venu nous rendre visite à la région et qu'il avait dit que ceux qui avaient obtenu la suspension par une décision judiciaire, puisqu'on a obtenu au tribunal administratif qu'on bannisse l'épandage aérien en Guadeloupe, et le président ministre de l'époque a dit qu'il ferait appel, et après l'appel, il prendrait une ordonnance pour imposer l'épandage aérien, car c'était sauver la banane, et que quand nous donnons des leçons, on va se retrouver 400 tonnes de bananes sous les bras, et nous allons arrêter de donner des leçons. Donc c'est pour ça que je dis que c'est systémique, que des élus de Guadeloupe pensaient bien faire lorsqu'ils disaient qu'il faut du chlordécone pour sauver l'emploi, pour sauver la banane guadeloupéenne et partant l'économie guadeloupéenne. Les études sont-ils prêts à prendre des décisions impopulaires? C'est pour ça que moi je pense que l'intérêt général n'est pas l'intérêt de petits clans, de petits groupes et de nos électeurs. Il faut pouvoir prendre des décisions qui peuvent apparaître impopulaires parce que ça gêne aujourd'hui, parce que ça nous empêche d'aller au supermarché. Mais demain, on va se rendre compte que heureusement qu'on n'a pas été acheter ces cadavres d'animaux dont on ne sait d'où ils viennent dans les supermarchés. On ne sait pas assez des effets du chlordécone sous l'exposition chronique. Monsieur, effectivement, dans la décision des juges, les juges font la part entre l'exposition aiguë à Rockwell quand ça a explosé, où les gens étaient imprégnés, imbibés de chlordécone, et l'exposition un peu plus subtile, plus cachée, qui est dans les repas, qui est dans l'eau, et qu'on consomme doucement, et qui préside au concept de LMR. On a, sur ce fondement-là, créé un concept de LMR, limite maximum de résidus, une sorte de dose journalière de poison qu'on nous autorise à consommer. On nous dit, vous pouvez manger 0,01 gramme de chlordécone tous les jours, c'est bon, ça va. Nous, on veut qu'on dise que le chlordécone, ça se mange pas. Qu'on nous dise que 0 chlordécone, c'est l'objectif. Mais on est au stade où les gouvernants disent qu'il faut continuer à vivre. On ne va pas dire aux Guadeloupéens de quitter la Guadeloupe. Eh bien, il faut leur dire que vous pouvez manger un petit peu de chlordécone, c'est pas grave. Donc, ça aussi, c'est le combat. Et plus dans le combat, pourquoi, avant d'estimer le préjudice, voilà, peut-on aller plus loin? Monsieur Anaïs a dit, avant d'estimer le préjudice, il faudrait plutôt faire une évaluation du coût du remplacement des lieux de captage. Mais ça rentre dans le combat. Arrêter de capter de l'eau dans des zones polluées, oui, c'est dedans. Et quand on dit qu'on parle de milliards pour changer les tuyauteries, nous, on a toujours dit que si sur 100 litres collectés au captage, il n'y a que 40 ou 50 litres qui arrivent au robinet, ça veut dire que s'il y a de l'eau qui sort, il y a aussi des choses qui rentrent dans les tuyaux. Donc, depuis longtemps, on nous empoisonne, puisque depuis au moins 50 ans, en tout cas, personnellement, depuis 30 ans, je le dis, j'ai porté plainte contre les distributeurs, les opérateurs de l'eau. On a rédigé une plainte qu'on a déposée. Elle ne bougeait pas avec une dizaine de personnes parce qu'on n'est jamais plus devant le tribunal à jouer du tambour. Le procureur est envoyé me chercher en me disant comment un avocat peut se permettre de venir perturber comme ça le fonctionnement du tribunal. Mais quand même, à la suite de ça, il n'a pu nous faire entendre par des policiers qui nous ont auditionnés et qui nous ont dit qu'ils ne voient pas pourquoi on est toujours dans la rue parce qu'ils ont 2 armoires remplies de l'enquête sur l'eau. Et si on passe ça au tribunal, ça déplace le centre de gravité de la Guadeloupe. Tellement il y a des combines entre la Générale des Eaux, entre les différents opérateurs et les politiques, l'argent qui circule. La compromission a été démontrée selon les policiers qui nous ont interrogés. Ils nous ont dit, voit pas pourquoi. On vous envoie, on nous demande de vous entendre à nouveau. L'enquête est faite. Et ça ne se limite pas à monsieur Mémé Hernandez, qu'on a pris un peu comme le bouc émissaire, mais derrière Mémé Hernandez, il y avait plein de gens. Mais on a préféré nous offrir sur le monsieur Hernandez
sur le brasier et de dire que le problème est réglé. Voilà, je pense que j'ai répondu en voix. Pourquoi les élus? Prescription définitivement acquise? Non. Quelqu'un a dit, on dirait que nous sommes en train de dire que la prescription est définitivement acquise. Les juges ne l'abordent pas, mais le procureur l'avait soutenu dans ses réquisitions. Et pour couper court à tout appel, les juges ont commencé par nous dire, c'est même pas un problème de prescription, c'est un problème de constitution, de caractérisation des infractions. Et ils ont abordé aussi le problème de la prescription dans le dossier, dans l'ordonnance, mais sans le retenir pour dire qu'il n'y a pas lieu à suivre puisqu'il est trop tard. Voilà. Et il faut être indulgent avec la population car elle ne dispose pas de tous les éléments, pas de vrais débats dans les campagnes, sur les médias, tout ça, on a déjà répondu. Moi, je crois qu'il ne faut pas qu'on cherche d'excuses. On vit dans un monde aseptisé, où tout le monde est vacassé d'occupation, où tout le monde s'en fout un peu de tout, et les militants de toujours, ceux qui m'ont enseigné, ceux que j'ai suivis, et même à l'école, à l'université et ailleurs, je vois que c'est toujours les mêmes qu'on rencontre lorsqu'il y a des mobilisations, c'est pas les nouvelles générations. Il y a une sorte de résignation ambiante, il y a une sorte de bordé habillé qui sévit dans le pays. Moi, je suis pas contre le carnaval, je suis un carnavalier quand ça me prend, et quand j'ai envie de suer un peu, je prends le sillage d'Akio, je fais une dizaine de kilomètres, et je considère avoir fait ma séance de sport. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faudrait vraiment que cette force-là, parce qu'il y a une force là, on voit qu'il y a une force. Quand je suis de chez moi à l'étage, j'entends passer les groupes à peau, je sens qu'il y a une force. Je sens qu'il y a une force qui ferait trembler les Macron et autres si on la tournait dans un sens. S'il y avait, mais ne serait-ce que des personnages burlesques, des pieds bonhommes déguisés, des moules déguisés en pieds bonhommes, encore des codes et tout. Donc, faut pas tuer le carnaval, il faut l'orienter vers un sens utile aussi, tout en dansant, tout en s'amusant, qu'on puisse revendiquer, puisque le message passe quand c'est le carnaval. On peut aller jusqu'à l'outrance quand c'est le carnaval. On peut faire anticonformiste, Jean-Marie. On peut faire anticonventionnel quand c'est le carnaval. Rien de tout ça. Voilà, je pense que je remercier maintenant les derniers mots pour remercier le CAGI d'avoir organisé ce débat-là et d'en faire d'autres en s'assurant que on va avoir la technique avec nous. Très bien. Mais vous participez en faisant ce débat-là à la mobilisation. Donc, ne renonçons pas. On nous continue de mobiliser les peuples. Voilà. Merci beaucoup. Professeur, je voudrais quand même apporter une précision, si tu me permets de le faire. Je vais passer la parole à Julien pour une conclusion rapide. Non, président, oui. Professeur, est-ce que je peux ajouter un mot quand même? Bien sûr, bien sûr. Oui, non, ça me dérange quand même qu'on fasse cette distinction. Et moi, je pense très honnêtement que c'est peut-être cette manière de politique. C'est Marcel qui parle, hein? Oui. Oui, que de croire que l'action se fait sans réflexion et sans analyse de nos réalités. Moi, je n'y crois pas. Et je crois qu'il y a action et agitation. Il faut faire attention. On l'a vu un certain nombre d'actions. On a vu un certain nombre de politiques qu'on nous promet pendant des années, mais qui ne prennent pas en compte les réalités de nos communautés. Je ne dis pas qu'il faut être dans l'inaction et la simple réflexion en se contentant de faire des constats. Mais faisons attention aussi de ne pas se lamenter de l'inaction du peuple et de rester, de faire du surplace. Quand on analyse la réalité, nos réalités dans notre relation pouvoir français, c'est essayer aussi de voir quel levier on peut actionner et comment on peut mobiliser. Il ne suffit pas de dire il faut que le peuple se mobilise, mais c'est à nous d'analyser nos réalités pour pouvoir retrouver les ressorts qui pourraient permettre la mobilisation du peuple. C'est pour ça que je dis aussi que et Riquet l'a dit, la raison, le problème de nos élus et le problème quelquefois, y compris de nos acteurs juridiques, etc., c'est qu'ils pensent que seule l'action juridique est salutaire, seule la gestion des municipalités ou autres est salutaire, alors qu'on a vu que c'est pas vrai. On a vu que c'est les mobilisations qui permettent de gagner. Et là, le droit est une ressource, mais lorsque les acteurs du droit s'appuient sur la mobilisation, ils mettent en œuvre des ressources utiles et ils gagnent des combats. Et c'est comme ça que nous gagnerons des combats. Mais avoir une écologie un peu bon, même si on mène ce combat du chlordécone, mais oui, la question a été posée. Mais au-delà de la question du chlordécone, on pense que ça ne se reproduira pas. Oui, ça se reproduira. Ça se reproduira pas mais ça se reproduit encore. Et comme l'a dit le maire du Prêcheur, ça se reproduit parce qu'on utilise de pesticides encore et on ne dit rien. C'est la vision, justement, globale de notre société que nous devons avoir. Mais cette vision ne peut pas être un copier-coller de les réflexions des écologistes en Europe.
En France, nous, en tant qu'écologistes, nous devons mener notre réflexion sur nos réalités pour mettre en œuvre les solutions écologistes. Parce que l'écologie, je le répète, c'est certes penser global, mais c'est surtout agir localement. Je tenais à le dire parce qu'il ne faut pas non plus donner l'impression qu'il y a des gens qui pensent des colonialités, qui ressassent les mêmes discours depuis des années, et puis il y a ceux qui agissent, et ceux qui agissent salutairement sur le front du droit. Il faut des convergences de tous les fronts, le front du droit en étant, le front politique en étant, mais l'essence même de l'action politique, elle part d'une réalité. Et je profite de répéter la phrase d'un grand homme, bon, qui n'est plus à la mode, mais c'est faire une analyse concrète de la situation concrète pour agir de manière efficace. Et je crois que c'est fondamental. Merci beaucoup, Pasteur Menado. Alors, je vais, avant de passer la parole à Julien, bien sûr remercier nos intervenants. Merci beaucoup d'avoir participé dans les conditions qu'on a vues. Je ne vais pas revenir dessus. Je voulais signaler aussi à monsieur qui nous a fait une proposition de pétition pour en Guadeloupe et en Martinique contre le non-lieu. Alors, je lui signale qu'il y a déjà eu des pétitions sur le sujet et que bon, on peut peut-être en faire une autre, mais il y a déjà eu des pétitions sur la question. Il y en a une en cours. Il y en a une en cours en plus. Donc, je passe la parole à Julien Meguin pour une courte conclusion. Très rapidement, d'abord, pour remercier tous ceux qui ont participé à ce débat. Je crois que l'intérêt a été manifeste, hein, et il est important aujourd'hui que ces questions-là soient posées et nous avons voulu le faire à partir de l'angle qui est l'angle politique. Alors, je voudrais bien sûr nous excuser comme on l'a fait déjà concernant les petits problèmes techniques. C'est vrai que si nous avions eu cette possibilité d'utiliser tous les moyens, eh bien, ça aurait été certainement plus vivant, plus date. Mais en tous les cas, je crois que d'une part, les interventions du maire de Pointe-à-Pitre, du député de la Martinique, Marcelin Nadeau, ont porté un certain nombre d'éclairages. Un, sur la aujourd'hui loi où on en est sur le plan de la juridique comme sur le plan de l'action publique, l'action sur cette question du chlordécone, mais aussi ont posé de façon très claire la question de la mobilisation générale de façon à pouvoir inverser le cours des choses. Et je crois que c'est la première leçon qu'il faut retenir de ce débat aujourd'hui. C'est que la mobilisation et la prise de conscience du danger que cela peut représenter et de l'intérêt qu'il y a à agir aujourd'hui est la question première. La question seconde concerne bien évidemment tous les impacts et tous les effets. Alors, nous avons abordé, est-ce que il n'y a pas d'autres possibilités d'autres formes de pollution? Est-ce que aujourd'hui on va jusqu'au bout de la conscientisation? Est-ce que le politique est bien dans son rôle? Autant de questions qui ne sont pas seulement liées au chlordécone, mais qui sont liées à la façon même de poser les problématiques politiques chez nous. Et je crois que c'est autour de tout cela que peut-être que le débat va se poursuivre. Quant à nous, aujourd'hui, on estime que cette question est peut-être un levier sur lequel on va pouvoir redonner sens à l'intervention politique, l'intervention publique, et faire de façon que les politiques puissent quelque part revenir sur le lieu où ils n'auraient jamais dû partir, c'est-à-dire le lieu de la mobilisation populaire, le lieu du contact avec la population, le lieu de l'éducation de la population. Et je crois que c'est un travail permanent, conscient. Pour notre part, nous faisons ce que nous pouvons au niveau qui est le nôtre, mais je crois que c'est de façon croisée, l'intervention de chacun, des associations qui ont un rôle éminemment important, le rôle des secteurs divers qui interviennent sur la question, des collectivités, des politiques. Finalement, la vraie question aujourd'hui, c'est celle de savoir est-ce que nos peuples ont conscience d'être des peuples qui ont à revendiquer le respect de leurs droits, le respect de leur droit de vivre. Voilà la vraie question qui, à mon sens, est posée aujourd'hui. Merci.
Oui, alors sur cette question de la pétition, bon, c'est vrai que bon, la pétition, c'est une façon de réunir, mais il existe déjà, je ne sais, combien de pétitions qui circulent en ce moment, donc ces pétitions, elles existent déjà, mais je crois que les manifestations concrètes de présentiel avec des gens qui aujourd'hui affichent clairement leur envie de voir changer les choses est peut-être l'élément déterminant. Et c'est ça qui, à mon avis, doit être retenu de tout ce que nous avons vu aujourd'hui, du débat qu'on a pu avoir. Merci. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. À bientôt.